Chaque mois un portrait et ce soir on s'intéresse à une icône, Zinedine Zidane. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 1998, il a longtemps été la personnalité préférée des Français pour son talent, mais aussi pour son humilité et sa discrétion. Une discrétion presque maladive qui cache parfois des faces plus sombres du champion. Soupçons de dopage, coups de sang, avec autour de lui une famille, un clan qui surveille et surprotège son image et son nom. Zidane l'intouchable, c'est le document de complément et c'est signé Zoé de Bussière, Mathieu Régnier et Vincent Buchy. Tout au bout du tunnel, la lumière, le Graal, la terre promise. Si le football est votre religion, alors vous aussi vous avez toujours voulu y pénétrer. Mais rien n'est moins simple. Grillage, garde, caméra. Ce site plus protégé que le palais du roi d'Espagne, c'est le centre d'entraînement du Real Madrid. Bonjour, on est de France 2, on a des accréditations. Ok, mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez faire demi-tour et faire la queue. Alors, se met en place un ballet bien orchestré. D'abord, faire la queue derrière toute la presse espagnole. Ensuite, attendre bien sagement les instructions. Éteignez la caméra, s'il vous plaît. Non, vous éteignez la caméra. Ici, on l'appelle la Maison Blanche. C'est là que s'entraînent les joueurs du club le plus prestigieux et le plus riche de la planète. Un géant tout-puissant qui pèse 3 milliards d'euros. Quand les journalistes pénètrent dans le bunker, ils renoncent à toute liberté. La presse est parquée dans cette salle, aux rideaux opaques. Les caméras, bien alignées, patientent au garde à vous. Le rideau se lève enfin. Le spectacle va commencer. Durant 15 minutes chrono, nous allons filmer un simulacre d'entraînement. Une mise en scène pour la presse. Sur la pelouse, les joueurs les plus chers du monde, 700 millions d'euros, jouent à la baballe. Mais Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema ne sont plus les stars du Real. Un vétéran de 44 ans leur a volé la vedette. Leur nouvel entraîneur, Zinedine Zidane. Allez, allez, c'est terminé. C'est la fin de la récré. L'entraîneur star et ses tactiques de jeu sont des secrets industriels. En Espagne, c'est une icône. Zidane, c'est le joueur le plus génial qu'on ait connu. Aucun des footballeurs actuels ne lui arrive à la cheville. Certes, on a Ronaldo qui est ballon d'or, qui marque beaucoup de buts, mais même lui, il n'est pas Zidane. Et les gens, ils viennent pour voir Zidane. Les journalistes attendront 1 heure pour voir Zidane. Nous, ça fait des mois. Des mois que l'on réclame une interview, en vain. L'homme est réputé pour son silence. Alors, pour percer le mystère Zidane, il ne reste que les conférences de presse du Real. Bonjour, bienvenue. Alors vous n'aurez droit qu'à une question par personne. Bonjour, Nachos Valencia pour Sport You. Je voulais vous demander, comment allez-vous? Estoy muy a gusto, gracias, porque además es verdad que me gusta lo que estoy haciendo todos los días. Pendant sa carrière de joueur, Zizou ne s'est livré que très rarement. Quelques interviews relues par ses proches avant publication. Un besoin maladif de contrôler son image, difficilement conciliable avec son nouveau métier. Désormais, le coach doit rendre des comptes. Bonjour, Zoé de Bussière pour France 2 à Paris. Vous avez toujours beaucoup fait attention à votre image et vous l'avez toujours beaucoup protégée et beaucoup contrôlée. Aujourd'hui, vous êtes très exposé. Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle de cette image? Non, non, parce que ce que je fais,
c'est des choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire me retrouver ici en conférence de presse, ça fait partie de mon métier. Et pour vous répondre réellement, je fais rien d'autre à part mes conférences de presse. Donc je continue à me protéger et je reste dans ma lignée. Merci. Voilà, merci. Et voilà, c'était l'instant Zidane. C'est pas gagné pour la suite. On va essayer de faire sans lui. « 12 juillet 98, le pays entier s'est arrêté. Une apnée de 93 minutes dans tous les foyers. Ce soir-là, la France a rendez-vous avec son héros. Avec cette tonsure de moine coiffant une tête de génie qui marqua une fois, puis 2, et fit 60 millions de champions du monde. La dernière fois que les Français ont été fiers et unis, c'était grâce à lui. La France est amoureuse, elle exulte, convole avec cet Apollon pour une nuit de noces qui dure depuis 18 ans. Il faut dire qu'il y a de quoi. Zidane est probablement le meilleur joueur de tous les temps. Quand on arrive à ce degré d'excellence, effectivement, eh ben, vous êtes à part. Donc ça nous a jamais posé de problème à nous comme à Zizou, hein, parce que tout le monde l'acceptait, parce que c'était naturel. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire merci. Merci de nous avoir permis de voir jouer Zinedine Zidane au Real. Je me suis rendu compte que Zidane, c'était pas un joueur de foot. C'était pas un sportif. Zidane, c'était une rockstar en fait. Une rockstar qui est adulée, mais c'est vraiment un homme exceptionnel. Quelle est la vraie vie de ce demi-dieu qui ne peut plus faire un pas dans la rue sans déclencher une émeute? Tout ce que vous faites, ça va être dit, ça va être décrit. Même si tu sors avec tes enfants et ta femme pour ne serait-ce qu'aller manger, tu vas peut-être signer 500 autographes. Il est plus connu qu'au Coca-Cola, je crois. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, le minot des cités de Marseille pèse au moins 100 millions d'euros. Comment ce grand timide a-t-il monnayé son image jusqu'à devenir un homme sandwich? Il a su développer une espèce de merchandising personnel autour de sa personnalité totalement rentrée, de son charisme évident. C'est une des plus parfaites constructions médiatiques qui ait jamais existé depuis 20 ans. Nous allons vous raconter ses zones d'ombre, les méthodes douteuses de son clan pour protéger sa légende. Zidane est quelqu'un de très très rancunier, qui n'oublie jamais l'affront. Zidane, dans le foot, c'est l'équivalent du président de la République, hein, donc les gens ont peur. Enquête sur les soupçons de dopage à l'époque de la Coupe du Monde 98 et de la Juventus de Turin. On se demandait tous, mais comment se fait-il qu'ils aient le cou aussi large? Les cuisses aussi épaisses, tout à coup. C'était très impressionnant de voir ces sportifs sains se faire des perfusions et prendre une quantité astronomique de médicaments. Si vous deviez qualifier juste d'un mot Zinedine Zidane, vous choisiriez lequel? Génie. Un génie. Le joueur ou l'homme, vous parlez? Alors le joueur d'abord. Le joueur, un génie. L'homme, controversé. Voici l'histoire d'un homme que le monde entier croit connaître, que chaque Français porte dans son cœur, mais dont on ignore presque tout. Voici l'histoire du vrai Zidane, celle qu'on ne vous raconte jamais. Zizou se cache, mais il nous a accordé une faveur, une seule. Il a autorisé l'un de ses plus fidèles amis à nous parler de lui, très loin des terrains de football ou des cités de Marseille.
Bonjour. Il nous a reçus dans sa belle demeure du Pays Basque. Franck Ribou est l'ancien PDG de Danone. L'héritier millionnaire et le footballeur ont une relation fusionnelle. Pour les beaux yeux de Zizou, Ribou a accepté de nous en parler. C'est intimiste, ma relation avec Zizou. Vous le faites parce qu'il vous a dit c'est Il m'a dit, ouais, non, c'est bien. Oh, Francky, vas-y, c'est bien. Et pourquoi lui, il veut pas nous répondre? Ah, j'en sais rien, ça. Vous débrouillez avec lui. Mais vous vous rendez compte que c'est plus compliqué d'avoir le numéro de portable de Zidane que celui du président de la République? Oui, surtout que de mémoire, il change souvent. Non, moi, je l'ai. Ils se sont rencontrés à la toute fin des années 90. Zidane était déjà champion du monde. Franck Ribou était encore champion du yaourt. Ensemble, ils ont fait de nombreux voyages, consignés dans ses albums photos. Moi, le sourire de Zizou, c'est quelque chose de... C'est mieux qu'un tableau de Léonard de Vinci. Voilà. Voilà la photo que je trouve la plus fantastique. Zizou a joué pendant une demi-heure avec ses enfants. Et là, vous le voyez complètement félin. Il faisait 38 degrés et 90% d'humidité. Franck Ribou voue à son ami une admiration sans borne. Il est l'un des rares à avoir accès au vrai Zizou. Je pense qu'il est assez mal connu et drôle. Très drôle. Et pas du tout le pseudo-taiseux dont tout le monde parle. Puis quelque chose dont on parle rarement, qu'on commence à découvrir, mais un charisme. Vous le posez à un endroit, ça rayonne, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, je suis absolument pas objectif. Pour comprendre les pouvoirs des super-héros, il faut revenir à la source. Pour Zidane, c'est Marseille. Ici vivent ceux qui l'appellent encore Yazid, son vrai prénom. Franck Gomez sort à peine de l'usine. Il est ouvrier. À 11 ans, il s'est lié d'amitié avec Zidane, dans ce collège, au pied des cités. Vous étiez de bons élèves? Peut-être les autres, moi j'étais moyen, moi. Moi j'étais moyen. Et Zinedine Zidane? Elle était comme moi, dans la même lignée, moyen. Mais bon, après, on avait le foot en tête, donc voilà. C'était pas votre priorité, le collège? Ben non, à la base, non. À l'époque, les deux garçons n'attendent qu'une chose, être repérés par un club pro. Car Franck et Yazid ont du talent, ce sont les deux vedettes des quartiers nord. Moi j'habitais la cité qui est beaucoup plus haut, là. Juste un peu plus haut. Et lui, il habitait là, cette cité. Donc on faisait des matchs quartier contre quartier. Il avait sa réputation déjà d'être un bon footballeur? Oui. Ben, lui, il avait sa réputation de la Castellane. Moi, j'avais ma réputation de la Bricarde. Oui, il a toujours été sérieux. Voilà. Yazid, il a compris de suite. Bon, je le réalise maintenant, moi. Il fallait que j'y pense il y a 20 ans derrière. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Au milieu des années 70, la Castellane est déjà un quartier pauvre, mais pas encore rongé par le trafic de drogue. Les gamins peuvent encore jouer au pied des immeubles. C'est ici que grandissent les Zidane. Les voici. Une fratrie de 5 enfants, élevés par une mère au foyer et un père gardien de nuit. Yazid est le petit dernier. En grandissant, il perdra ses boucles blondes, mais pas le ballon. Ils vivent alors dans cet immeuble au premier étage. Aujourd'hui, il est muré. Bientôt, il sera détruit. Il lui suffisait de descendre l'escalier pour s'entraîner. Ses voisins, Larbi et Kamel, se souviennent de ces parties de foot à l'étroit, entre les murs. Alors ce qu'on faisait, c'était un but là-bas et un but à l'opposé en diagonale. Donc 6 contre 6 sur 30 mètres carrés. Pour éliminer un joueur, il fallait avoir la maîtrise. Et donc quand on l'avait pas, ben, on apprenait, on répétait. C'est sûr qu'après, quand il est sur un grand terrain, ben, c'est plus facile. Oui, donc en fait, vous avez appris la technique la plus difficile quasiment ici. Ben, on appelle ça plus ou moins la technique de rue ou la technique de quartier.
Alors quand on venait là, il y avait le père Zidane qui nous criait dessus des fois. Il nous jetait des seaux d'eau par la fenêtre. Il nous jetait des seaux d'eau pour qu'on revienne jouer. Ouais, je me souviens de ça. Inépuisable, presque obsédé. Yazid perfectionne sa fameuse roulette et ses passements de jambes. À 14 ans, alors qu'il joue dans un petit club de quartier, il est repéré par l'AS Cannes qui lui propose d'intégrer son centre de formation. L'adolescent tient la chance de sa vie, mais ses parents hésitent. Cannes, c'est si loin de Marseille. Pas question de laisser leur petit quitter le Nice en surveillance. Ils trouvent alors une solution. Yazid est placé dans une famille d'accueil, les Elino. D'habitude très discrets, Jean-Claude et Nicole ont accepté de nous raconter l'adolescent sensible qu'ils ont hébergé. Depuis, ils sont sa deuxième famille. Qu'est-ce qu'il était venu faire ce jour-là Je vais rendre une petite visite. Il vient encore souvent vous voir? Je crois qu'il y a de moins en moins de temps, le pauvre. Mais il correspond de temps en temps, c'est gentil. Il nous a pas oubliés. J'ai d'autres souvenirs. Partout chez les Elino, des reliques de Zizou. Et voilà le souvenir que j'ai. La soirée du mariage. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont, je crois, même pas. Yazid a vécu chez eux plus d'1 an, gratuitement. Tous les matins, Jean-Claude l'amenait au centre d'entraînement. Tous les soirs, Nicole lui faisait à manger, le considérant comme l'un de ses fils. En guise de chambre, un canapé-lit dans ce coin du salon familial. Poli, réservé, le jeune garçon ne fait pas de vagues, mais sa famille lui manque. Paraît-il que tous les soirs, il pleurait. Alors ça, on l'a su qu'après. Mais je me suis jamais rendu compte qu'il était triste au point de... donc c'était le soir quand il était seul. Il appelait ses parents probablement. Et il avait du mal. Ça lui manquait automatiquement la famille. Voilà. Zidane travaille comme un acharné, pour 800 francs par mois. À 17 ans, il joue déjà en première division et à 19, il marque son premier but contre Nantes. Le grand public découvre Zidane, les autres clubs aussi. La première fois que j'ai entendu parler de Zinedine Zidane, je regardais une émission, c'était peut-être Stade 2, et je vois un extrait d'un match entre Cannes et je ne sais plus qui, et il y a un joueur en 30 secondes de l'extrait qui crève l'écran. Donc j'ai eu l'occasion d'être sur la côte, d'aller le voir, d'aller voir l'équipe de Cannes, et j'ai dit je veux bien vous l'acheter, mais j'ai que 3 millions de francs. Et on a traité à 3,5 millions de francs. Les Girondins de Bordeaux lui offrent 50 000 francs par mois, presque 8 000 €. C'est 60 fois plus qu'à ses débuts à Cannes. Désormais, c'est autour de lui que le jeu se construit. Aussi doué, non, mais un peu moins que lui. Ou lui un peu plus que les autres. Il répétait rien à l'entraînement. Des gestes techniques qui étaient uniques, qui étaient à lui. Il dit non, au moment où je l'ai fait, je sais pas, une demi-seconde avant, je sais pas que je vais faire ça. J'improvise comme ça, c'est comme un artiste qui fait de la musique. Sa vie change radicalement. Désormais, on l'appelle Zizou, le surnom que lui a donné son entraîneur Roland Courbis. Les supporters l'adorent. Les médias s'intéressent à ce génie timide de 21 ans et à la jeune danseuse qu'il va bientôt épouser. Zinedine et Véronique. Pas encore mariés, mais ils vivent déjà à l'unisson d'un amour qui les berce au quotidien. Zinedine, si gentil. S'il fallait ressortir 2 qualités, je pense que ce serait l'honnêteté et la discrétion surtout. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. Zizou, son regard clair, son petit filet de voix. La légende du héros sensible s'écrit toute seule.
Personne n'imagine cette colère rentrer. Ces futurs coups de sang sur le terrain. Des actes violents qui émailleront toute sa carrière. Il y a une part sombre chez Zidane, évidemment qu'il y a une part sombre. C'est un sanguin qui ne se contrôle pas. Il est comme ça, hein. C'est quelqu'un qui, depuis toujours, et tous ses entraîneurs l'ont toujours dit, qui a ce côté éruptif. Il a quand même pris 14 cartons rouges dans sa carrière, dans des phases finales aussi de Coupe du Monde, donc ça fait partie du personnage. Vous avez pris combien de cartons rouges, vous, dans votre carrière? 3. Et 2 injustifiés qui ont été retirés après. 14, c'est quand même énorme. C'est énorme, surtout pour un meneur de jeu, dont son jeu n'est pas justement porté sur le duel et le physique. Je ne veux pas dire que c'est l'inconnu dans sa carrière, mais c'est symbolique justement du joueur qu'il a été. Et ça fait partie du personnage. C'est à la fois un génie, mais à la fois quelqu'un qui est capable de péter un plomb. Zizou pète des plombs, mais rien n'arrête son ascension. Après 4 saisons chez les Girondins, il est acheté par la Juventus. Il intègre l'élite. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le dimanche, on dit que les Italiens vont à la messe. Les Turinois, eux, vont aussi au stade. La Juventus, c'est 14 millions de tifosi officiels en Italie, plus de 40 millions dans le monde. Surnommé la vieille dame, le club a remporté 32 fois le championnat d'Italie. Pour les joueurs, perdre un match a longtemps été puni d'isolement, quelques jours loin de leur famille. La Juventus est fascinante. C'est bien plus qu'une équipe de foot. Le poids de son maillot conditionne le joueur. Il le transforme, l'améliore. On dit qu'un bon joueur devient meilleur à la Juventus et que les meilleurs deviennent carrément des champions. Le dernier Français devenu champion entre les mains de la Juve, c'est Platini. À l'arrivée de Zidane, il lui donne un conseil avisé, un coup de pression. Zinedine, il a toutes les qualités du monde comme footballeur. Mais il a un gros problème, c'est qu'il est un peu introverti et timide. Et je crois que quand on veut s'imposer, surtout en Italie, il faut prendre le dessus un peu sur une personnalité un peu adoucie. En Italie, on ne laissera pas le temps, 2-3 ans pour s'imposer. Donc il faut qu'il sorte, qu'il change de caractère et puis qu'il s'impose. Pour Zidane, le choc est brutal. Avec sa femme et son fils Enzo, 1 an à peine, il découvre une ville froide, austère. La famille s'installe dans cette maison sur les hauteurs de Turin. Zizou est déraciné. Il partage son temps entre les entraînements, les matchs et une vie de famille casanière. Sa seule récréation, c'est déjeuner chez Angelino, où chaque jour, il mange le même plat. Des pâtes à la tomate et au basilic. Il adorait ça, les rigatoni à la tomate. Alors on a fini par les surnommer les pâtes à la Zizou. Angelino, un repère de tifosi et de joueurs de la Juventus. Ici, Zidane vient chercher du réconfort, car physiquement, il est épuisé. À l'époque, ils avaient un préparateur physique qui les mettait vraiment sous pression. Giampiero Ventrone, il est sur cette photo. Il les essorait complètement. On le surnommait le Marine. Il les faisait travailler dur, mais les résultats étaient très bons. Giampiero Ventrone, un préparateur physique redoutable. Nous avons retrouvé l'élégant quinquagénaire. À l'époque, la Juve le recrute car elle traverse une crise sans précédent, 10 ans sans rien gagner. Pour sauver le club, il a carte blanche, alors il applique une méthode martiale qui aujourd'hui ferait frémir n'importe quel joueur. Une journée classique, c'était comme ça. 8h30, salle de musculation. On faisait un travail de compensation, des exercices pour équilibrer certaines parties de leur corps. Ensuite, entraînement de foot avec leur coach, Marcello Lippi, pendant 2h30.
À 20h, dîner, à 20h30, exercice de maintien, et à 22h30, ils allaient au lit avec de l'électrostimulation. Ils s'endormaient avec les électrodes partout sur le corps. Et leurs muscles travaillaient pendant leur sommeil. Zizou n'est absolument pas préparé à cette cadence. Les 6 premiers mois, il vit un enfer, mais il encaisse. C'est vrai qu'en début de saison, on a une préparation vraiment terrible. Pas mal de fois, j'ai dû vider mes tripes. Vivre ces moments-là, c'est fabuleux. Mais c'était pas le seul. Di Livio, même Didier Deschamps, ils vomissaient aussi. Ils étaient épuisés. C'est parce que je les poussais jusqu'à leurs limites. Et comme ça, je travaillais aussi sur leur mental. Cette discipline quasi militaire a transformé les joueurs en athlètes complets, en machines de muscles. À ce moment-là, Zidane est devenu le joueur parfait. La classe innée du danseur de ballet, alliée à la force physique d'un rugbyman. À la fin de sa première saison, Zidane a gagné son pari. Il a rendu le sourire à la vieille dame qui remporte le championnat d'Italie. Oubliez le gringalet de Bordeaux avec ses cuisses de grive. Physiquement, il est métamorphosé. Ventrone est passé par là, il a sculpté chaque muscle de Zizou. À se demander si la Juve a d'autres secrets moins avouables que faire pousser de la fonte à ses joueurs. À l'autre bout des Alpes, loin de la machine de guerre Juventus, la petite équipe de Lugano en Suisse. Leur coach, Zdenek Zeman, était un cador. Désormais, c'est un paria. Mis à l'écart des grands clubs pour avoir déclenché l'un des plus gros scandales du football italien. J'étais en train de faire un stage dans la montagne avec mon équipe, l'AS Rome, en 98. Et on m'a demandé ce qui me déplaisait dans le football italien. J'ai répondu, trop de médicaments et trop de business. Pour se développer physiquement, ça demande beaucoup de temps. Et forcément, avec les médicaments, ça va plus vite. Zeman vise directement les joueurs de Turin. Son interview brise un tabou et la presse embraye. Les footballeurs sont-ils dopés? Après 3 ans d'enquête s'ouvre le procès fleuve de la Juventus. Pendant des semaines, les joueurs comparaissent comme simples témoins. À son tour, Zidane est entendu. Qu'est-ce que vous preniez exactement? Des gélules par voie orale? Oui, par voie orale. Et vous faisiez aussi des injections? Oui, de vitamines. De vitamines. Des vitamines. Zidane n'a que ce mot à la bouche. Mais quand le juge le pousse dans ses retranchements, le joueur se souvient vaguement avoir pris d'autres substances. Il cite la créatine, l'esaphosphina, prescrite en cas d'alcoolisme sévère, ou encore le Samir, un puissant antidépresseur. Dites-moi, vous étiez dépressif? Non. Non mais écoutez, vous vous souvenez avoir pris un médicament qui s'appelle le Samir? Oui. Et c'est quoi le Samir? Je ne m'en souviens plus. Lors d'une perquisition, la justice fait une découverte hallucinante. Dans sa pharmacie, la Juventus a autant de médicaments qu'un hôpital. Des antibiotiques, des tranquillisants, des médicaments pour soigner l'herpès ou les problèmes de prostate. En tout, 281 références. Aucune n'est inscrite sur la liste des produits dopants. Un arsenal chimique décortiqué au procès par une experte, Adriana Cecchi, une éminente pharmacologue. Le Samir, c'est un médicament enregistré comme un antidépresseur. Mais il contient une substance qui s'appelle l'adéméthionine.
C'est une substance qui stimule le métabolisme cérebral grâce à la dopamine. Ça a un effet excitant sur les joueurs. En fait, l'action du samir est exactement la même que celle d'un neurostimulant qu'on trouve sur la liste des produits dopants interdits. Pour Zinedine Zidane, on sait qu'il a pris Samir, Néotone et Safosfina. Si on détourne ces médicaments, ça s'apparente à une pratique dopante? Oui, c'est exactement ça. On trouve les mêmes effets que dans les produits dopants si on prend ces médicaments à haute dose ou sur de longues périodes. Il n'y a absolument aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit. Une sorte de dopage légal qui passe sous les radars. Zidane ne se contentait pas de gober quelques cachets pour augmenter ses performances. Il se laissait aussi injecter ces substances à haute dose dans le sang. Vous avez déclaré que vous faisiez des perfusions, en général dans les chambres d'hôtel et parfois dans les vestiaires. Oui. À l'hôtel, c'est-à-dire dans votre chambre d'hôtel? Oui. Quand est-ce que vous les faisiez? Les perfusions, vous les faisiez quand? Les perfusions, on les faisait avant les matchs. Au nom de quoi un joueur doit-il se faire perfuser? Pourquoi se faire perfuser? Ça ne s'utilise que dans des situations extrêmes comme en chirurgie. De bonnes questions auxquelles Zidane a toujours refusé de répondre. Nous avons donc convaincu l'un de ses anciens coéquipiers de nous parler. Moreno Torricelli vit aujourd'hui en ermite, au fin fond des Alpes italiennes. Il a adoré ses années en maillot noir et blanc à côté de l'idole. Et comme Zidane, il se faisait perfuser avant les matchs. Pourquoi vous les preniez, ces produits? Parce que ça nous aidait. Ça nous aidait. Parfois, on avait des baisses de régime. Parfois, on n'était pas assez constant. Ça nous aidait à récupérer plus vite, à aller mieux. Si je vais un peu mieux, j'arrive un peu plus tôt sur la balle. Et si j'arrive un peu plus tôt sur la balle, je marque un but et je gagne. Donc ça jouait sur vos performances? Oui, certainement. Si aucun des joueurs n'a jamais été poursuivi pour dopage, le médecin de la Juve, le docteur Agricola, lui, a été condamné à 22 mois de prison pour avoir administré de l'EPO. Au début, je parlais surtout d'abus de médicaments. Mais ensuite, on a entendu parler d'EPO et de stéroïdes. Attention, il n'y avait pas que la Juventus. Le problème était général. Toutes les équipes italiennes étaient touchées. Mais c'est qu'il va nous gâcher la fête, ce Zeman. Ils étaient combien, nos Bleus, à jouer dans des clubs italiens quand ils ont disputé la Coupe du Monde 98? On a fait le calcul, 7. Un tiers de l'équipe, dont les plus grosses pointures. Didier Deschamps, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Youri Djorkaeff et bien sûr, Zizou. On ne saura jamais si les Bleus étaient dopés à l'EPO, comme l'utilisait la Juventus. À l'époque, impossible de la détecter dans les tests urinaires. Et depuis, tous les échantillons de 98 ont été détruits. On ne le saura jamais. Mais en même temps, a-t-on vraiment cherché à le savoir? En 98, la lutte antidopage est une priorité affichée de la nouvelle ministre des Sports, mais ses moyens sont très limités. Nous sommes tout au début. Les fédérations internationales ont tout pouvoir à l'époque. L'Agence mondiale contre le dopage n'a pas vu le jour.
Donc on dispose de quoi? On dispose de la possibilité de demander aux médecins régionaux de déclencher des contrôles inopinés. Est-ce que vous pouvez nous parler du contrôle antidopage de Tignes? Là, ça a été une belle tornade quand même qu'on s'est pris le ministère d'avoir diligenté ce contrôle. Bon. Décembre 97, à Tignes. 6 mois avant la Coupe du Monde, Aimé Jacquet a rassemblé ses Bleus pour un stage en montagne. Au programme, ski de fond, autographe et grand bol d'air pur. Mais aussi du bon temps en famille, dans un bel hôtel. Les Bleus ont le sourire, jusqu'à ce qu'un médecin frappe à la porte pour un contrôle surprise. Scandale. Les joueurs ont l'impression d'être suspectés, on les a agressés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le football, il est propre. On sait très bien que, comme dans tout métier, il y a des gens qui fautent, ils payent. Mais je pense que dans cette préparation de l'équipe de France, on aurait dû faire très attention, parce que ça a gâché un tout petit peu tout le plaisir. Ce jour-là, les Bleus ne jouent pas le jeu. Ils font attendre le médecin pendant 8 heures avant de céder quelques gouttes d'urine. Après cette polémique, ils deviennent intouchables. Au ministère, l'un des médecins responsables de la lutte antidopage en fera l'amère expérience. Il ne veut pas parler devant une caméra. Jusqu'à quel moment, dans la préparation de 98, vous avez eu le sentiment d'avoir les mains libres et à quel moment ça a changé? C'est clairement l'épisode de Tignes. Après ça, on m'a dit entre quatre yeux que je n'avais plus autorité pour diligenter les contrôles sur l'équipe de France jusqu'à juillet 1998. C'est-à-dire que après Tignes, il n'y a eu vraiment plus aucun contrôle inopiné sur l'équipe de France? Ah non. Et ça vous avait été signifié par qui? Ça m'a été signifié dans un premier temps par le conseiller technique du cabinet de Mme Buffet. Je lui ai dit, tu peux me l'écrire? Il a rigolé. Il m'a dit bien évidemment non. Je lui ai dit que je souhaitais m'en entretenir avec la ministre. Et elle m'a dit, j'y peux rien, ça vient de plus haut. Est-ce que vous a demandé de lever le pied et d'éviter de continuer les contrôles? Qui m'aurait demandé à moi de lever le pied? Je sais pas, le cabinet de Jospin, ou est-ce que... Non, la seule fois où j'ai été convoquée à Matignon, c'est pas pendant la Coupe du Monde, c'est pendant le Tour de France. Vous, on ne vous a pas demandé de lever le pied sur les contrôles antidopage? Et vous n'avez pas demandé ça aux personnes sur le terrain qui étaient responsables des contrôles? Non. Une chose est sûre, personne n'a intérêt à ce que la fête soit gâchée. À salir cette belle équipe black-blanc-beurre. Pendant le mondial, c'est à la FIFA de faire les contrôles antidopage, mais elle se contente du minimum, 2 joueurs par match et par équipe. Pourtant, des spécialistes auraient voulu qu'elle en fasse un peu plus. Car certains gestes étaient très suspects, comme ce vilain coup de crampon. C'est que, notamment les anabolisants et plein d'autres substances stimulantes peuvent donner ce genre de comportement irrationnel et puis involontaire. Voilà, ils sont pris d'un accès de violence qu'ils ne contrôlent pas. Est-ce que vous avez souhaité qu'ils soient contrôlés à ce moment-là? Oui. J'étais à côté du directeur de la compétition de la FIFA. J'étais debout à côté de lui sur la touche. Donc on a vu l'acte devant nos yeux, l'un et l'autre. Bon, carton rouge de l'arbitre, je lui ai dit, je suis tout à fait favorable à un contrôle antidopage ciblé par rapport à l'action qu'on vient de voir. Il m'a dit, j'en prends acte, mais il n'y en a pas eu. Zidane ne sera jamais contrôlé positif. En 98, ses coéquipiers non plus. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît. Il offre à son équipe la victoire et à la France son plus grand moment de bonheur depuis la libération. Le pays est à ses pieds. Il réalise alors ce qu'il représente, ce qu'il vaut. Très rapidement, il comprend qu'en fait, il dégage quelque chose. Il comprend qu'en fait, c'est un très bel homme.
C'est un très bel arabe, on peut dire ça, parce que c'est l'arabe avec les yeux clairs, il a le nom, et donc la France avait besoin de se réconcilier aussi avec sa population d'origine immigrée. Et donc Zidane représentait le parfait mélange. Et les marques s'intéressent à lui très très rapidement, comprennent que c'est vraiment, c'est le James Dean du foot. Et Zidane le comprend. Et donc dès 98, il est champion du monde, il dépose son nom. J'aime ces moments-là. Zidane commence alors une nouvelle carrière. Il monétise sa légende. Certaines de ses pubs deviennent aussi célèbres que ses plus beaux buts, comme cette réclame pour Volvic. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Au minéral, hard discount ou luxe à la française, il devient homme sandwich, quitte à faire le grand écart. Il n'y a aucun joueur de football qui a été associé à autant de marques. Ça va, Dior, jusqu'à LVMH, passant par Mango, Orange, Leader Price, Adidas, Generali, Danone, l'opérateur de téléphone algérien. Il y a au moins une vingtaine de grandes marques qui ont signé un jour ou un autre avec Zidane. Il n'y a pas d'équivalent. Une vingtaine de marques, dont certaines lui offrent jusqu'à 2 millions d'euros par an. Celle qui lui rapportera le plus d'argent, c'est Adidas. Une histoire qui dure depuis 20 ans. Dans le sud de l'Allemagne, le siège de la marque. 42 000 employés dans le monde, 4 500 ici à Nuremberg. Le site est une ville en soi, dédiée à étendre le règne des 3 bandes sur le sport mondial. C'est Kyle, un chargé de communication, qui nous accueille, et rien ne lui échappe. Bonjour Zoé. Vous êtes Julie et vous devez être Mathieu. Et Mathieu, notre caméraman, a un petit problème. Voilà vos chaussures. Ne filmez pas ça. Il n'était pas au courant des règles très strictes de la maison Adidas. Il est venu avec ses virgules aux pieds et a vite été prié de changer de chaussures. Pour développer l'empire fondé par Adolf Dassler en 1949, la marque a besoin de têtes d'affiche. Beckham, Messi, Pogba, c'est ici qu'elle les chouchoute. Les athlètes viennent ici, ils se font habiller, on les teste, on prend un scan 3D de leur corps et en 4 heures on leur fait des chaussures sur mesure. C'est super, parce que pendant ce temps-là, ils font de la presse, des shootings photos et ils repartent avec des chaussures qu'ils porteront pour Wimbledon ou la prochaine Coupe du Monde. Dans une pièce à basse température, interdite au public et à toute caméra jusqu'ici, Adidas garde les reliques de ses champions. Sur ce chariot, les souvenirs de 20 ans d'amour avec Zidane. C'est parmi les objets les plus impressionnants des archives, en tout cas pour moi qui suis fan de foot. Ces chaussures-là datent de 2006. Il les portait pour la Coupe du Monde en Allemagne. Elles ont été fabriquées d'après le moule de son pied. Personne à part lui ne pouvait les porter. Avec une paire de gants, Kyle nous montre aussi les ballons que Zizou a frappés. Ou ce maillot datant de 98, signé par toute l'équipe de France. Nostalgie d'une période où les Bleus n'avaient pas encore signé chez le concurrent Nike. Le champion est un atout stratégique pour la marque. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je m'installe. Allez-y. Jocelyn Robiot est l'un des pontes d'Adidas. C'est lui qui gère le dossier Zidane. Il va nous raconter les coulisses d'un coup de poker. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment? Ah oui, je peux en parler, oui. Je peux en parler parce que moi j'étais là. Rappelez-vous, 98, 1,5 million de personnes sur les champs. Et sur l'Arc de Triomphe, ce slogan « Zidane président », ce qui fait désormais partie de l'histoire de France, n'était en fait qu'un coup monté par Adidas. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ces images ont été projetées sur l'Arc de Triomphe? Elles ont été projetées depuis un toit sur les Champs-Élysées avec un laser. Qui prend la décision d'écrire ça?
C'est les gens d'Adidas qui prennent la décision de le faire. Et donc, est-ce que vous avez contribué aussi à fabriquer cette image d'icône qu'il a? Alors, je sais pas si je dirais qu'on a contribué à le fabriquer, mais en tout cas, on a probablement contribué à la développer, la rendre plus internationale et, on va dire, accélérer un petit peu le développement de son image. Voilà, c'est ce que je pense. Mais intrinsèquement, c'est lui qui a fait le boulot. Depuis 20 ans, les Predator, les chaussures de Zizou, se vendent comme des petits pains. Elles coûtent entre 100 et 200 € la paire. Il s'en est écoulé des dizaines de millions. Zidane vaut de l'or. Alors sa rémunération est taboue. Pas question de se le faire piquer par la concurrence. Alors la presse économique et sportive a toujours dit Zinedine Zidane avec Adidas, c'est entre 1 et 2 millions d'euros par an. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est plus, c'est moins? Vous êtes des journalistes, je sais pas. Non, franchement, je pense pas que je puisse commenter là-dessus. C'est pas très important, ça a été plus, ça a été moins. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est plutôt plus ou plutôt moins? J'en sais rien. Un grand sourire, une petite gêne. La fortune de Zidane est difficile à estimer. Il aurait gagné 50 millions d'euros de salaire et au moins la même somme en contrat publicitaire. 100 millions d'euros minimum, qui ont fait des petits. En bon père de famille, il a investi dans des placements sûrs, la pierre et les maisons de retraite. Son dernier projet, le Z5. Un complexe sportif. Il inaugure le premier à Aix en 2011. Depuis, 3 autres sont sortis de terre. Moi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis de nombreuses années. On fait ça en famille, entre amis. Et c'est de retrouver le plaisir d'avoir une surface où on peut aller jouer avec des copains. Il a investi 8,5 millions d'euros dans ce cube de béton, tout à son image. Là, vous retrouvez, je dirais, la sobriété et le caractère de Zinedine. C'est-à-dire ce bâtiment qui paraît, comme vous disiez, austère un peu au premier abord, mais qui est rempli de lumière. Robert Sicci est l'un des associés de Zidane dans ce projet. Le concept, 7 mini-terrains de football synthétique, loués 80 € de l'heure, pour des matchs à 5 contre 5. Le champion l'a chargé de gérer le Z5. Une lourde tâche, car ici c'est à la fois la vitrine de Zizou et le trésor de ses frères et sœurs. Vous êtes le seul associé qui ne porte pas le nom de famille Zidane. Je suis le seul. Alors de temps en temps, Zizou me le dit, tu sais que tu es le seul associé au monde. Donc à la fois c'est valorisant, mais à la fois ça veut dire, bon, tu connais la conduite que tu dois avoir. Il y a de la pression? Pardon? Il y a un peu de pression? Non, c'est pas de la pression. Non, c'est autre chose. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, tu as la confiance à la famille, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Les Zidane, une famille, un clan. Rares sont les fois où Farid, Nordine, Majid ou Lila Zidane ont accepté d'être filmés. Ils sont encore plus secrets que leur illustre petit frère, mais tous vivent grâce à son image. Il fait confiance essentiellement à sa famille et donc à ses frères. Et alors, c'est une entreprise familiale. Alors, les frères travaillent pour lui, avec la sœur également. Et donc, c'est une petite PME familiale. Et il fait vivre tout ce monde-là. Et tout ça se fait depuis 20 ans, le plus naturellement du monde. Ce qui fait vivre la fratrie toute l'année, c'est la société Zidane Diffusion qui gère les droits à l'image, les produits dérivés du champion. Ses frères et sœurs en sont actionnaires et 3 d'entre eux en sont même salariés. Lila a le titre de secrétaire, Nordine et Farid de responsables commerciaux. Ils touchent entre 6 et 7 000 € par mois et ils ont chacun une voiture de fonction. Des revenus qui dépendent de l'image de leur frère qu'ils protègent coûte que coûte. À la cité de la Castellane, il ne reste plus qu'un seul Zidane, Majid, 52 ans, l'aîné de la fratrie, le plus solitaire aussi. Il est gardien de piscine et refuse d'évoquer son frère.
envie de parler de mon frère, j'ai envie de parler de Duguay, voilà. J'ai pas envie de parler. On fait un portrait de lui depuis longtemps. Mais je m'en fous. Vous voulez pas du tout nous parler de lui? J'ai pas envie de parler. Bon. J'ai pas envie de parler. Vous changerez pas d'avis? Non, pas du tout, non. Vous en avez trop vu ou pourquoi vous voulez pas? J'ai trop vu et j'ai lu voir des journalistes. Mais même si on fait quelque... Pas de vous, je parle de certains journalistes, voilà. Les Zidane aiment la discrétion. Aucun d'entre eux n'a accepté d'interview. Mais le clan s'intéresse de très près à notre documentaire. Nordine a fait appeler l'un de ses amis avec une étonnante requête. C'était de savoir s'il y a une possibilité de visionner avant la diffusion, vu que ça concerne son frère. C'était surtout pour ça. C'est des habitudes qu'ils ont de demander ça quand il y a des reportages qui concernent Zinedine. Maintenir l'icône intacte, c'est le job des frères Zidane. En 2002, le journaliste du Monde Gérard Davet signe une interview du champion qui lui vaudra les foudres de la PME familiale. À l'époque, il était à Madrid, c'était déjà une sorte de demi-dieu, et il m'avait déclaré, entre différentes phrases, qu'il avait arrêté de prendre de la créatine. Et donc nous avons titré là-dessus, et ça avait donc déclenché ensuite une espèce de folie médiatique, en particulier du côté de chez Zidane. Et je me rappelle que j'étais en train de déjeuner avec un collègue, et que je reçois un coup de fil sur mon portable, et au téléphone c'est « Oui, bonjour, c'est M. Zidane, à l'appareil ». Je dis « Oui, bonjour ». Et là, il me tutoie et il me dit « T'es content de toi? T'as vu ce que t'as fait? T'es content? T'as abîmé mon image ?» Et il me passe son frère, qui me présente comme son frère, qui lui m'insulte et me dit « Ne mets pas les pieds à Marseille, tu comprendras ce qui se passera ensuite, etc. etc. » Celui qui suit l'équipe de France pour le journal Le Monde aura même du mal à travailler par la suite. Il m'a pris à partie une fois directement à Clairefontaine, au centre du football français, en me disant « Pourquoi tu m'en veux? Parce que je suis beau, je suis riche, je suis célèbre, c'est ça, t'es jaloux, etc. » Avec ses amis journalistes qui rigolaient derrière. Et puis ensuite, une autre fois, je me rappelle que j'étais en train d'interviewer le docteur, le médecin des Bleus, et que Zidane passe par là et qui dit au médecin des Bleus, lui, tu lui parles pas, tu surveilles ce que tu vas dire parce que ça va être déformé, etc. etc. De Zidane, difficile de raconter autre chose qu'un conte de fées, même lorsque le roi tombe tout seul de son trône. Le 9 juillet 2006, 2 milliards de téléspectateurs s'apprêtent à lui dire adieu. C'est son dernier match, c'est une finale de Coupe du Monde. Et il commet l'irréparable. Oh Zinedine, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ce soir-là, il devait partir en beauté, faire gagner la France une dernière fois. Au lieu de ça, il l'a fait pleurer. Mais les rares qui oseront le lui reprocher le regretteront éternellement. Le lendemain, en une de l'équipe, dans son édito, le directeur des rédactions s'adresse directement au capitaine des Bleus, tout juste retraité. Zinedine, savez-vous que le plus difficile ce matin n'est pas d'essayer de comprendre pourquoi les Bleus, vos Bleus, ont perdu hier soir une finale de Coupe du Monde à leur portée, mais d'expliquer à des dizaines de millions d'enfants à travers le monde comment vous avez pu vous laisser aller à asséner ce coup de tête à Marco Materazzi à 10 minutes de la fin de la prolongation. Le journaliste remet en cause son statut d'exemple pour les enfants, à commencer par les siens. Je vous imagine très malheureux ce matin. Je suis certain que vous avez pensé qu'il va falloir aussi expliquer ce coup de tête à vos 4 garçons pour qui vous êtes tant. C'était votre dernière image de footballeur, Zinedine. Comment cela a-t-il pu arriver à l'homme que vous êtes? Le journal se vend à 1 million d'exemplaires. En quelques lignes de sincérité, Claude Drousan vient de commettre un crime de lèse-majesté. Il s'en rend compte très vite. Tout seul, déjà dans mon périple de retour, j'ai la conviction qu'il faut que ces mots sur son rôle de père et de ses enfants étaient trop et je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'ai compris que j'avais commis une erreur en employant ces mots, en ayant cette référence. Et la seule manière la bonne manière de faire, je pense que c'était de s'en excuser le lendemain. En arrière-toute, le patron de la rédaction signe un nouvel édito. Dans son texte, il demande pardon à Zidane pour ses mots de la veille. Ces mots n'avaient rien à faire là. S'ils vous ont blessé, je m'en excuse. Du jamais vu à l'équipe.
Claude Droussant jure qu'il n'a subi aucune pression. Ce n'est pas ce que dit David Garcia, fin connaisseur du journal. Comment voulez-vous qu'un directeur de la rédaction mange à ce point son chapeau du jour au lendemain? C'est que forcément il y a des pressions. Moi je ne jette pas la pierre à Claude Droussant, ça n'a pas dû être facile pour lui. Il a écrit ce premier éditorial lucide et assez courageux. Il en a fait un autre pour s'excuser. Je le juge pas. Mais ce qui est certain, et je l'affirme, je le confirme, c'est qu'il a reculé sous la pression, en particulier des frères de Zidane, sous la pression du sponsor, sous la pression de Danone et sous la pression de la direction de l'équipe. Derrière cette reculade, beaucoup ont vu la patte du sponsor de Zidane, Danone, et ses millions d'euros de publicité qui font vivre la presse. Nous avons posé la question au fidèle ami du footballeur, Franck Ribou, le PDG du groupe à l'époque. On a beaucoup dit que vous étiez intervenu entre ce premier et ce deuxième édito. Je ne connais pas Claude Droussant. Que vous étiez intervenu auprès de l'équipe. Moi? Ah mais oui, parce qu'on était annonceurs, etc. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, de nouveau. Vous n'avez appelé ni Monsieur Chenu, ni personne de l'équipe. C'était déjà Christophe qui était patron de l'équipe, là? Vous êtes sûr? Non. Christophe, j'ai dû en parler avec lui, oui. Bah oui, moi j'ai défendu mon copain. Mon copain. Voilà, point. Franck Ribou était très ami avec Christophe Chenu, le directeur général de l'époque. Et le jour où l'équipe présente ses excuses, devinez quoi? On trouve également une pleine page de pub de Danone à la gloire de Zidane, avec lui, un enfant. À aucun moment, vous ne dites faites un édito plus gentil, sinon cette pub ne passe pas. Vous rigolez, non? Et je pose la question parce que tout le monde se la pose. Non, le journaliste se la pose. Non. Et si j'avais dû couper la pub chaque fois qu'un journal ou une télévision écrit des trucs, vous fait des reportages complètement que je ne qualifierais pas, vous seriez même pas là, hein, aujourd'hui, tiens, pour le coup. Jamais Zidane n'a émis le moindre regret. De toute façon, la France lui a tout de suite pardonné. Dès le lendemain du coup de tête, le président Chirac l'absout de son péché. Pas la moindre allusion au dérapage, seulement de sincères louanges. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Mais l'affection et l'admiration. Les polémiques glissent sur Zidane les unes après les autres. Même la récente tempête qui a secoué le monde du football ne lui a fait aucun tort. 22 FIFA World Cup is Qatar. Sur fond de soupçons de corruption, les Qataris remportent il y a 5 ans l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Leur ambassadeur, c'est Zidane, qui a accepté de les soutenir contre un très gros chèque. Je suis assez content de pouvoir être à leur côté et de dire qu'un jour j'ai contribué à ce que justement une Coupe du Monde puisse être organisée au Qatar. Le projet est presque une hérésie. Il y fait jusqu'à 50 degrés. Les stades devront être climatisés. Le Qatar n'a pas la culture du foot, encore moins celle des droits de l'homme. Chaleur intenable, conditions de vie déplorables. Chaque année, des centaines de travailleurs immigrés meurent sur les chantiers qataris. Zidane a choisi de soutenir ce pays, lui qui d'habitude ne s'engage jamais. C'est un homme totalement apolitique. On ne saura jamais rien sur rien. Il peut y avoir le feu, il peut y avoir Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, il peut y avoir qui on veut. Jamais, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, rien. Les attentats du 13 novembre, rien. Mais le Qatar lui fait une proposition, un chèque, et ben il y va. C'est le dernier secret de Zidane. Quel est le montant du chèque? 3 millions d'euros comme il le laisse entendre? 11 millions comme le dit la presse? Ou 40 millions comme l'ont confié certains de ses proches? Combien a-t-il vendu au Qatar le droit d'utiliser sa si belle légende? Peu importe. Désormais, il est sur le trône du Real Madrid, acclamé par 80 000 sujets.
Qui voudrait embêter le roi le plus aimé de la planète football? Celui qui vient de décrocher pour son équipe la Ligue des Champions. Un nouveau succès et des millions d'amoureux transis. Depuis toujours, c'est peut-être la victoire qui le protège et fait de lui un intouchable. C'est la fin de ce numéro d'Envoyé spécial. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que l'émission soit toujours un